Bonjour à tous, bienvenue dans Le Racontage, l'émission où de sinistres inconnus vous racontent mal une histoire préalablement bien racontée dans un livre. Je m'appelle David, je suis en compagnie de Clara, salut. Bonjour David, et bienvenue au Trublion littéraire, amoureux des mots et des histoires qu'on raconte autour du feu. Nickel. Aujourd'hui, on va parler de La Perle de John Steinbeck, 1947, générique. C'était dans mode... T'es sûr que tu peux dire ça? J'adore. Alors, avant de commencer, petit disclaimer, donc deuxième épisode, deuxième disclaimer. Il faut savoir que cet épisode est enregistré alors que le premier n'est pas encore sorti. Sachez que ce podcast est un véritable paquebot décisionnel et la moindre micro-action peut avoir des répercussions dramatiques sur des centaines d'employés. Donc on peut pas faire de changements comme ça à l'envie. On essaye de s'engager à ce que le troisième épisode soit enregistré dans un monde où le premier est sorti. Mais c'est pas sûr, mais je pense que c'est faisable. En tout cas, Clara, sache que dans le présent des auditeurs, notre podcast est donc sorti. Peut-être est-il un banger, ou peut-être... Je le souhaite. Ou peut-être en est-il déjà son chant du cygne, on sait pas. En tout cas, toi, comment vas-tu aujourd'hui dans une vie qui n'est pas encore bouleversée par l'existence de cette émission ? Eh bien, moi ça va. J'ai hâte de la célébrité qui arrive à grands pas, je le sais. Fatalement. Je sais que notre vie va changer radicalement. On va être en tournée, on va faire des conférences. Voilà, il faut s'y préparer, c'est ça le petit... Oui, on aura des groupies. Je m'y prépare tous les jours. Bon, bah nickel. Alors aujourd'hui, comme on disait au départ, donc La Perle de John Steinbeck, c'est un bouquin qui est sorti en 1947. Steinbeck, c'est qui, et surtout c'est qui pour toi ? Alors, Steinbeck, c'est un auteur américain du XXe siècle. Il est éminemment reconnu pour ses chefs-d'œuvre, donc Des souris et des hommes, Les raisins de la colère et À l'Est d'Éden, pour n'en citer qu'une courte liste. Le bougre, il reçoit quand même le prix Nobel en 1962, même si c'est un peu par défaut. On va pas s'étendre sur les tribulations qui l'ont conduit à le recevoir, mais il était franchement étonné, et quand on lui a demandé s'il le méritait, il a eu l'honnêteté de dire non, voilà. Aucun jugement de ma part, j'adore Steinbeck, mais l'anecdote est marrante. Et on retrouve dans les textes les thèmes récurrents du clivage social et de l'injustice qu'on retrouvera notamment dans La Perle. Il publie au cours de sa vie 16 romans, des nouvelles, des récits de voyage et des reportages. Bref, il a de la bouteille le bonhomme. Il aime sa Californie natale et il en parle. Steinbeck, moi je l'ai découvert sur le tard, un peu par hasard. J'avais faim de tous les récits de voyage qui racontaient la traversée des États-Unis en bagnole. Bref, j'avais écumé tout Kerouac, mais j'en voulais encore, et c'est comme ça que je suis tombée sur Voyage avec Shirley. Shirley, c'est pas sa femme, c'est son caniche, voilà. C'est l'histoire d'un road trip de 16 000 km à bord de Rocinante, son camping-car, donc petit clin d'œil à Don Quichotte, qui a pu voir du pays, c'est sympa, l'écriture est fluide, ça se lit facilement. Après, on n'était pas non plus sur de la Beat Generation, donc forcément, comme c'est ce que je voulais lire, j'étais un petit peu déçue. Mais comme j'aimais sa gouaille, j'ai acheté d'autres bouquins. Et c'est là que j'ai vraiment aimé Steinbeck. Et j'ai enchaîné avec ses textes, donc La Perle. Ok. Moi, je t'avoue que Steinbeck, du coup, j'ai très peu lu. À l'époque, j'ai lu... comme quasiment tout le monde, Des souris et des hommes, et je t'avoue qu'à l'époque j'avais été un peu déçu par la forme, pas par le fond, j'avais trouvé que l'histoire était très belle, mais la forme je l'avais trouvée un peu décevante. Je m'explique, pour moi c'était une pièce de théâtre qui s'ignorait, parce que le livre il y a beaucoup de dialogues, et j'avais été à l'époque déçu du contenu, mais je pense qu'aussi à l'époque j'étais quand même un lecteur un peu plus chiant, qui cherchait constamment à être challengé, tout ça, et aujourd'hui, le trentenaire que je suis qui passe plus de temps à doom scroller, voilà, a peut-être plus de fenêtres ouvertes pour apprécier des textes plus simples. Et en fait, La Perle, moi ça m'a beaucoup plu, parce que du coup je me suis dit, ok, ce mec a un talent pour réussir à faire des histoires universelles, et que ce soit par le biais du conte, parce que La Perle est un conte, c'est ce qu'on va voir, ou un texte quasiment constitué uniquement de dialogue comme Des souris et des hommes, le mec arrive à faire des histoires qui s'adressent à tout le monde, assez universel. Et en fait, aujourd'hui, je pense que j'ai plus de tendresse pour un auteur qui est capable, à un moment de sa carrière, de mettre sa grosse plume de côté pour faire un récit peut-être plus simple. Voilà. Bon allez, on commence le racontage. Ça commence comment ? C'est l'histoire de Kino, un pêcheur de perles, et de sa femme Juana, et de leur jeune fils
Coyotito, littéralement le petit coyote. Et on va voir que son nom n'est pas tout à fait anodin, parce qu'en effet, attention, gros spoil, le chasseur qui abat le gamin entend des pleurs et il tire en pensant que ça provenait d'un bébé coyote. Ils vivent dans une hutte, dans la misère la plus complète, mais malgré ça, ils goûtent à un bonheur simple et modeste. L'argent ne fait pas le bonheur, dixit Steinbeck. Donc ça se passe au bord de la péninsule de Basse-Californie, c'est-à-dire au Mexique. On l'a dit un petit peu en filigrane avant, ce bouquin est vraiment construit comme un conte, donc en fait il commence quasiment avec un « il était une fois ». Je sais plus ce que c'est exactement la tournure de phrase, mais je crois que c'est « on raconte que ». Kino s'était éveillé à la pointe de l'aube. Et en gros, le début du livre, il y a ce côté, la nature s'éveille avec les personnages. Il y a ce côté un peu, c'est très beau, une famille qui se réveille, la nature est très très chantante autour d'eux, donc il y a vraiment ce côté conte idyllique. Mais malheureusement, Coyotito se fait piquer par un scorpion avant que son père n'ait le temps de le tuer. Ce qu'il fait, mais le mal est déjà fait. Juana essaie en vain de sauver son premier-né de la piqûre en aspirant le venin. Les voisins se pressent et se rassemblent, tout le monde se prépare à la mort du petit, qui est entre la vie et la mort. Donc Juana elle est en mode appelle le docteur, tout ça, et Kino il va dire pourquoi viendrait-il ici ? Il soigne des gens en ville, il soigne les riches, pourquoi il viendrait ? Et Juana elle dit alors on y va, let's go, on va en ville. Et c'est à ce moment qu'on touche au gouffre de la misère sociale qui va ensuite régner en maître sur l'œuvre. Du coup si c'était pas clair avant, là ça l'est déjà, on est bien dans un conte qui traite d'inégalité sociale, de richesse et de pauvreté. Donc en fait, ils arrivent en ville, entre guillemets, là où les huttes cessent pour faire place à la cité de pierre et de ciment. Et alors, tout le monde les regarde en passant. Les gens, les riches, les pauvres, même les mendiants. Et j'aime bien d'ailleurs, j'ai cité un passage dans mes notes là, où en parlant de mendiants, Steinbeck va dire « les grands connaisseurs de problèmes financiers ». Donc même eux sont un peu érigés en savants, vraiment les savants de la Hesse, quoi. Et ils se rendent chez le docteur, très religieusement d'ailleurs, on a une espèce de procession. On voit que du coup le village les suit, mi par piété, mi par curiosité, parce qu'on a vraiment une image un petit peu religieuse. Ils sont accueillis par un domestique qui va livrer le message au médecin, un mec imbu de lui-même, on va le dire. Léger, ouais. Voilà, plein d'amertume et de regrets. Ouais. Le docteur, en plus, ils arrivent... Alors, le mec, honnêtement, voilà, il a un plateau d'argent, piché en chocolat, il est gros... Alors, enfin, sans faire de grossophobie, Steinbeck, vous verrez dans ce livre, dès qu'il y a un personnage qui est gros, représente l'opulence. Et ça, on peut mettre ça encore une fois, sous le trait du conte, où il faut être assez direct dans ses images et pas faire plus de finesse que ça. Et là, pour le coup, ça marche. C'est vrai qu'on voit le docteur comme ça, vraiment imbu de lui-même, vraiment allongé sur un truc en train de manger. On comprend tout de suite qu'il représente l'opulence et que c'est peut-être pas un mec génial. Oui, effectivement. Puisque dès le début, il demande aux domestiques si ceux qui le réclament ont de l'argent. Sait-on jamais, hein ? Il demande. Forcément, son serviteur lui répond par la négative, et l'autre, Cupide, refuse de soigner le môme. Voilà, il les refoule. Hashtag méchant, on se fait refoule, on part. Là, il y a une petite ellipse dans le livre, et on retrouve Kino. Kino et Juana sont sur leur pirogue, et on comprend en fait que Kino va chercher une perle, ou va chercher du moins des perles pour se faire de l'argent, et du coup payer ce docteur. En parallèle, Juana, pour l'enfant, fait un remède à base de cataplasme d'algues. Donc là, j'ai marqué que c'était un remède un petit peu simpliste, où manque, encore une fois, l'autorité de l'homme de science. Et Juana, elle est en mode, mais il nous faut de l'argent, parce que notre petit vient de se faire piquer, et nous, on n'aura pas les moyens de le sauver. Donc, trouvons de l'argent, et allons voir le docteur. Et j'ai marqué là que c'est, entre guillemets, un rêve de pauvre aussi, parce qu'elle prie pour trouver de l'argent pour payer un docteur. Elle ne prie pas pour que l'enfant soit guéri. C'est ça qui est marrant, quoi. Elle prie vraiment d'abord. Donc c'est vraiment un rêve vraiment en bas, quoi. En bas de l'échelle. Donc, Kino, Juana et Coyotito embarquent sur la pirogue, qui est le bien le plus précieux, puisqu'il est légué, de génération en génération. Comme tu disais, elle essaye d'appliquer des onctions sur l'épaule, mais ça s'avère inefficace. Maintenant, ils sont pauvres et malheureux. Voilà, c'est vrai. Donc Kino plonge et il est guidé par une espèce de mélodie qu'il entend résonner dans son cœur.
Et en fait, c'est ce qu'il appelle, et ce que le village appelle, le chant de la perle. Et lui, dicté par cette mélodie, il trouve au fond de l'eau une huître de taille notable qui s'ouvre sur une perle qui est parfaite. Elle est lumineuse, énorme, parfaitement lisse. Et Kino, du coup, il voit le signe de la fortune, puisqu'elle représente tous les rêves, et il est submergé de joie, puisqu'en fait, toutes ces espérances trouvent leur réalisation concrète dans le bijou qui tient au creux de sa main. Exactement, ouais, il trouve ça, et tout de suite, la narration nous le dit, c'est la plus grosse perle du monde. Alors, du coup, on ne sait pas si c'est Kino qui pense ça, ou juste le narrateur qui nous donne cette info. En tout cas, on a compris que c'était un trésor. Il a vraiment trouvé un truc presque irréel. D'ailleurs, la musique de la perle, c'est vraiment un truc qui va revenir dans la nouvelle, et on va le voir plus tard. Il y a déjà quelque chose d'un peu irréel, un peu merveilleux. Donc il a été amené vers ce trésor un petit peu irréel. Et en reprenant la perle et en sortant de l'eau, on voit que la piqûre de Koyotito se résorbe. Donc il y a déjà quelque chose d'un petit peu magique à ce moment-là, un petit peu une félicité totale, en mode ça y est, on est riche, et en plus, ça va un peu mieux. Donc dans le village, tout le monde sait déjà le truc. Ça parle, ça blablate un petit peu, en mode Kino a trouvé la perle monde, ça y est, il est riche et tout, ça arrive aux oreilles un peu de tout le monde. Et c'est déjà le début du problème du truc, c'est parce que en fait, vous allez voir qu'en fait le problème réside en fait dans le fait que tout le monde va un petit peu... Convoité. Ouais, convoiter ce bien, voilà, c'est ça, et ça va être un peu le problème du truc. Ouais, très tôt, il y a tout le monde qui va envier Kino et qui va fomenter en cachette des rêves de possession. C'est ça. Là, dans la narration, on parle des poches à venin. Donc il y a un peu un parallèle entre le scorpion et l'avarice des gens. C'est quelque chose qui va être développé tout le long. Donc Kino a chopé une perle et il est en mode ça y est, on a de la thune. Il reste un petit peu naïf avec ça, mais en même temps on peut pas lui en vouloir. Il a des projets déjà, tout de suite il se projette, il s'imagine se marier avec Juana, il se projette dans la perle, il voit un avenir radieux, donc le mariage, il imagine Koyotito à l'école. Donc là c'est une forme de félicité à ce moment-là, quoi. Là j'ai noté ensuite, il y a un prêtre qui ramène sa fraise. En mode, tu as trouvé la moula à mon fils. Lui il dit oui, ouais, on va se marier. Bon, le prêtre il dit bye, ciao. Mais Kino sent déjà, on voit que les forces vont venir un petit peu attaquer son bonheur de toutes parts. Et là, le docteur revient. Et il se rend auprès de Kino pour guérir l'enfant qui voit un piège et a en tête le refus dédaigneux qu'il a essuyé plus tôt, forcément. Mais le médecin réussit il arrive à convaincre de le laisser soigner Koyotito. Cette phrase n'a aucun sens. Mais il convainc Kino de soigner Koyotito. Ouais. Il lui administre un traitement qui est quelconque, un petit peu bizarre. Ouais, il lui donne littéralement... de la poudre. Voilà. Demande pas ce que c'est de la poudre, ton fils va guérir, ok. C'est un peu ce qui se passe, d'ailleurs. Et il affirme à la famille qu'il reviendra plus tard pour suivre l'avancée de la guérison. Moi j'ai marqué là, du coup, Kino, certes, est soupçonneux vis-à-vis du docteur, mais il accepte quand même le traitement, et encore une fois, Kino est puni par sa naïveté. C'est un truc qu'on revoit souvent dans le truc. Genre la pauvreté, tout ça, malheureusement, peut être très vite puni par cette forme de naïveté. Et là, c'est le cas. Kino va, le soir en question, cacher la perle chez lui. Et là, c'est le début, en fait, de la petite parano qui va commencer à prendre Kino par surprise. En fait, il va commencer par devenir un petit peu parano. Il va cacher la perle. Et oui, très tôt, il y a la tension de l'histoire qui grimpe drastiquement. La nervosité s'accroît et la santé de Koyotito, elle se dégrade. Le médecin revient, fort de sa cupidité et de sa bêtise, et il se heurte encore une fois à la vigilance accrue de Kino, qui en plus commence à fomenter cette paranoïa. Mais il le presse de questions, et le père comprend vite que c'est pas pour la santé du gamin que le médecin est revenu, mais plutôt pour lui dérober son trésor, comme le mec d'église précédemment qui voulait un petit peu étoffer les caisses de l'église. Exactement. D'ailleurs, le docteur lui dit en filigrane vous avez la perle chez vous, tout ça, et Kino lui dit je l'ai cachée en quelque sorte. Et le docteur il dit bon, faites attention, tout ça. Donc là, vraiment, la menace qui rôde, la menace un peu rampante de tout le monde devient de plus en plus concrète. En gros, et Kino le sent déjà. Oui, et d'ailleurs, il se précipite parce que le médecin finit par menacer Kino. Et Kino, dans un accès de
désespoir et de crainte, se précipite vers la cachette et de ce fait la dévoile. Ouais, c'est vrai. Donc c'est encore une fois une preuve de sa naïveté. Ouais, oui, encore une fois. Kino est de plus en plus empoisonné par le venin du doute. Je trouve que dans ce livre, le venin, c'est pas pour rien que je trouve que Koitito se fait piquer au début de la nouvelle. C'est parce qu'en fait, la notion de venin, je trouve qu'elle irrigue toute la nouvelle. Ouais. Donc il y a la cupidité, qui est une forme de venin, le doute, la parano, qui en est un autre, et après il y a le poison à l'état pur. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, qui est tout le long de ce truc quelque chose de très insidieux chez les hommes en général. Et c'est vrai que du coup, il y a toujours une double dégradation. Ouais. L'état de santé de Coyotito, mais aussi la perte d'humanité. Ouais. Et ça se sent, quoi, ça s'infiltre de plus en plus au sein du cocon familial, du village et après des alentours. Exactement. Le soir, Kino se lève pendant la nuit, il a entendu quelqu'un qui rôdait aux alentours de la baraque. Il sort le couteau, il va voir, bon, on sait pas trop ce qui se passe, mais on comprend qu'il y avait quelqu'un qui essayait de gratter autour de la hutte. Ça fait partie d'une autre forme de menace qu'il y a dans ce livre. C'est une menace un petit peu en aveugle. Disons qu'en fait, là, on avait déjà des personnes très précises. On avait le docteur, on avait le prêtre, qui étaient vraiment des personnes identifiées, qui représentaient la cupidité. Mais il y a aussi une cupidité plus sourde, qui vient des mêmes strates que Kino, tu vois, la cupidité du peuple, ou du moins l'envie d'avoir la richesse de Kino. C'est vrai, parce qu'au début, comme tu le disais, ce sont des archétypes. Ouais. Les archétypes des personnes qui vont te demander de l'argent. Mais là, on a un peuple qui demande aussi et qui a la volonté de posséder ce que Kino possède. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de visage tout au long des agressions, parce qu'il va y en avoir plusieurs, on va le voir, mais ce ne sont que des ombres qui les pressent. Ce sont des visages un petit peu anonymes. Et c'est ça qui est terrible aussi. Alors, Juana, elle a ce petit éclair de lucidité. Déjà, elle dit, je cite, « Cette perle, c'est le péché ». Donc, Juana, donc, est la personne la plus lucide de cette histoire, déjà. Elle est en mode... on est d'accord que cette perle commence déjà à nous créer des problèmes. Parce que normalement, t'es pas du genre à sortir à minuit avec un couteau pour faire dégager un gars. Enfin, il y a un truc qui cloche quand même, on est d'accord. Mais Kino ignore. D'ailleurs, il va déterrer la perle pour la regarder, et on présume pour aller la cacher ailleurs. On arrive dans un gros chapitre. Que j'ai noté, Kino va vendre le NFT en ville. Kino va en ville. Et du coup, c'est le jour tant attendu. Kino vendra la perle. Attention, c'est pas un futur... C'est pas sûr, ouais. C'est pas sûr, hein. Mais ce n'est pas le seul à se réjouir. Et les acheteurs de perles sont déjà sur le pont. Hein, ils ont déjà prévu les enchères. Et le village baigne dans une espèce d'excitation. Les acheteurs font ami-ami pour pas qu'il y ait de concurrence et tous répondent aux ordres d'un seul acheteur. Et ça aussi, c'est encore l'acheteur anonyme et tu vois, une sorte de force qui les gouverne tous. Qu'on trouve dans les contes. Carrément. La malédiction à l'état pur. Oui, c'est carrément. Il arrive chez un acheteur qui lui dit « Bonjour mon ami », tout ça, bon vraiment là. « Bonjour mon ami », dit le gros homme. Donc encore une fois, cette notion d'opulence qui passe par le biais d'une description physique, voilà, tout ça, bon. Et à ce moment-là, Kino va se faire un petit peu rouler dans la farine par plusieurs vendeurs qui vont lui dire « Ta perle, elle vaut ça, mais en fait, elle vaut pas tant, ça vaut ça. » Elle est trop grosse, nanana. Voilà. Il se fait un petit peu bolosser par tout le monde. Ouais. Et moi, je trouve que là, c'est un truc intéressant. Que je vais faire un petit tunnel sur ça, parce que ça m'a vraiment fait tilter cette idée. C'est qu'en fait, Kino, l'idée qu'il a de la richesse, c'est une forme de richesse un petit peu spéculative, dans le sens où t'as un truc qui est censé avoir de la valeur. Et je me suis dit, et c'est là que je trouve la nouvelle assez intéressante, enfin le roman assez intéressant, c'est que une richesse spéculative, c'est très souvent une richesse de pauvre, entre guillemets. Je m'explique. Une fois, j'étais dans le magasin dans lequel je bosse, en train d'encaisser un client, et ce client m'a tenu la jambe longtemps en me parlant de sa collection de pièces qui valait très cher selon lui. Donc c'était un numismate spéculateur, ok. Mais il était vraiment très persuadé de la richesse qu'il avait en disant « mes pièces valent plus de 10 000 euros, tout ça ». Et en fait, moi, ça m'a rappelé ça, cette histoire, parce que moi aussi, je suis pareil. En fait, moi, j'ai par exemple des jeux rétro, machin, qui
semble avoir une valeur spéculative. Je suis en mode, mon Secret of Mana en boîte, il vaut 1000€. Mais en fait, tout ça, c'est des trucs un peu de pauvres finalement, parce que le jour où tu as besoin d'avoir de l'argent, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on t'achète jamais le bien à sa vraie valeur. Et c'est pas du vrai argent. C'est plus une consolation que t'as, alors qu'en fait, au-dessus de toi, des riches se gossent en fait que le bas peuple en fait ait des petites richesses spéculatives comme ça. Et Kino, c'est un peu ça, je trouve. Il a sa perle qui représente la richesse, mais le moment où il doit convertir cette idée de richesse en vraie monnaie pour sauver sa famille, finalement, il se fait bolosser parce que du coup, tu dois remettre le truc en jeu dans la société et dans le monde du commerce. Alors oui, et je rebondis sur ça en te posant aussi une question, parce que je me la suis posée longtemps, c'est est-ce qu'il a eu raison de ne pas la vendre ou pas ? Dans le sens où il préfère ne pas la vendre parce qu'il se dit cette perle a une valeur et je connais sa valeur. Et effectivement, quand on lit le descriptif, on se dit cette perle a une autre valeur. Mais est-ce que c'est un sursaut d'orgueil de refuser ça, ou est-ce que c'est la manifestation de la justice ? Tu sais que ça vaut tant, et du coup, est-ce que sa réaction est déconnante ou pas ? Ah ouais, non, c'est intéressant. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est de l'orgueil ou est-ce que c'est juste une volonté de justice de dire j'ai ça, j'ai lutté pour l'avoir. Est-ce que et je sais pas. Et moi après ça a vraiment rythmé ma lecture parce que si finalement il avait mis de côté son orgueil, les choses en auraient été autrement. Mais non. Et il a choisi la justice ou il a choisi l'orgueil, je sais pas. Ouais, c'est clair, c'est carrément intéressant. Je pense que Kino, pour le coup, comme on l'a vu déjà dans l'histoire et comme on le verra par la suite, je pense qu'il est quand même dicté par une forme d'orgueil, effectivement. Mais c'est que c'est intéressant ce que tu dis, il y a aussi une forme de protection d'une richesse réelle aussi. Ouais. En mode, cette perle, non, elle a vraiment une valeur, et j'ai pas envie de me rabaisser à vos trucs, ça vaut plus que ça. Mais effectivement, c'est une bonne question. Ouais. Je pense qu'il aurait peut-être mieux fait de la vendre aussi, je sais pas. Mais... C'est une vraie bonne question, parce qu'en soi, s'il l'avait vendue, il aurait mis de côté une part de justice parce qu'il méritait cet argent. Ouais. Mais est-ce qu'il le méritait puisqu'il avait été guidé ? Enfin, tu vois, c'est une question compliquée. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc, t'es constamment titillé par l'ivresse des possibles, tu vois. Et en fait, ne pas vendre le truc, ne pas concrétiser la vente, c'est aussi rester ivre des possibles et se dire qu'en fait, je pourrais la vendre toujours plus. C'est le problème, c'est le joueur de casino, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Mais, et là, avec ce passage-là, on a vraiment le clivage social qui va dicter cette œuvre-là. Ouais. Et qui va dicter d'ailleurs toutes les autres œuvres de Steinbeck. Un clivage social. Oui, Raison de la colère, truc comme ça. Voilà, terrible. Juste, j'aimerais bien rajouter un truc, c'est que avant d'aller voir les acheteurs, c'est une nouvelle fois, le village se presse en procession pour suivre la vente. Tout le monde se presse dans le cortège, attisé par la même curiosité, notamment les mendiants. Et on les retrouve à nouveau. Et ça, c'est très intéressant, tu vois, le fait de... on va chez le médecin... comme on va à l'église, comme on va chez l'acheteur. On a cette même... ritualisation un petit peu. Exactement. Ouais. Et ça, c'est très intéressant de voir comment ça se passe et comment ça se met en place, en fait. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc de... on met sur un piédestal ces actions-là, tu vois, genre comme le docteur, comme aller une fois à l'église ou quoi, et aller en ville, tout ça. Voilà, il y a forcément des actions qui sont mises sur un piédestal et les gens qui vont suivre. C'est ça, on va chercher le salut, et ce salut se manifeste de 3 manières différentes. Ouais. Tu vois, dans la nouvelle, c'est vraiment l'église, le docteur et les acheteurs. Ouais, putain, très bien vu ça, pour le coup, c'est vrai. Oui, et à chaque fois, c'est ça, c'est vrai, c'est bien vu ça. À chaque fois, il y a une procession qui suit Kino et sa famille, c'est vrai. C'est ça, et une procession qui augmente, en fait, qui se multiplie d'elle-même. Donc, on a une procession un petit peu... assez frêle, c'est pas le bon mot, mais ce sera à défaut d'autre chose, mais c'est le village au début, et après le village attise une espèce de spiritualité, je sais pas comment... Alors, il y a une forme de spiritualité, mais il y a aussi une forme, je pense, je dirais pas de voyeurisme, mais de volonté, si, un peu de voyeurisme en fait, parce que après cette histoire de la vente, il y a un bref passage où on voit les gens qui débriefent un petit peu la vente, et du coup ils sont un peu mitigés. Justement, ils se posent un peu des questions en mode, Kino, il aurait pu vendre le truc, il paraît que ça vaut tant, machin. Beaucoup de gens parlent, et je pense que ça aussi, ça ramène à nous, en société, on est tous comme ça, en fait. C'est sûr. Constamment s'entretenir, à discuter de trucs, tu vois. Mais tu vois, à mon sens, il y a vraiment le trivial, et aussi une force supérieure qui se mêle, tu vois, et t'as toujours quelque chose de grandiose, donc ce cortège qui est très, très marqué religieusement, etc.,
et en même temps c'est mêlé de voyeurisme. Ouais. Et c'est ce mélange-là inextricable qui est à mon sens super intéressant. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord. Ouais. Donc Kino est enragé à l'idée d'être trompé par ces hommes et il annonce qu'il ira la vendre à la capitale. Et à la capitale avec un grand C, parce qu'on va voir que c'est un peu, encore une fois, un idéal. Alors, en attendant, il y a son poteau Juan Thomas, le voisin, donc le sang de la veine, qui arrive et qui lui dit « Va pas à la capitale, va pas vendre ça, Sancho, et tout. » Et Juan qui dit « Non, j'y vais, frère. » Donc là, il y a une confrontation entre le fatalisme et l'optimisme aveugle, en quelque sorte. Juan Thomas, lui, il est fataliste. Il est en mode « Bon, ben, on est indien, autour de nous, c'est des villes riches de blancs, machin. On est baisé dans tous les cas, quoi. » Donc voilà. Et à côté de ça, Kino, lui, est optimiste, pour le coup, mais quand même aveuglé par ça. Et donc dans ces deux cas, c'est triste, quoi, parce que le fatalisme est quelque chose de triste dans ce truc-là, parce que tu te dis, bah ouais, il y a très peu d'espoir dans le message de Juan Thomas, mais dans celui de Kino, il y en a pas tant non plus, parce que c'est bien d'être optimiste, mais... Il est aveuglé par son optimisme. Ouais, c'est plus... Voilà, c'est ça, il est pris, comme tu le disais tout à l'heure, dans une espèce de rêve et d'ivresse, de rêverie, dont il ne souhaite pas sortir aussi, tu vois. Et ça se manifeste dans le fait d'aller à la capitale, enfin dans la capitale. Ouais. Tu vois, c'est aussi faire un chemin, c'est entreprendre une marche jusqu'à... Enfin, je trouve que c'est très compliqué, il n'y est jamais allé, il y va, il y a aussi une conception du voyage qui est intéressante, tu vois. De se dire, on va à la capitale, mais comment on y va et pourquoi on y va aussi. Ouais. Je trouve que c'est très... Enfin, voilà. Ouais, non, c'est très fort. Et en attendant, Juana, donc sa femme, chante avec Tito une chanson qui éloigne le mal. J'ai noté ça comme ça, parce qu'encore une fois, la notion de musique dans le roman est assez présente. Encore une fois, de temps en temps, on nous rappelle que la perle, de la perle émane une chanson, une sonorité un peu sombre, qui représente un peu l'aspect malin de la perle. Et Juana, elle, depuis le début, représente la personne qui a le plus la tête sur les épaules de l'histoire, et qui protège vraiment le cocon familial. Et c'est elle qui s'occupe vraiment de Koyotito, pendant que Kino part dans ses délires de richesse, de machin. Mais Juana, elle est quand même au front, elle est toujours là avec le gosse, et voilà, elle chante quelque chose. Donc il y a quelque chose d'assez beau dans le personnage de Juana, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a deux conceptions complètement différentes. Il y a Kino qui s'inquiète pour sa pièce, enfin pour sa perle, qui médite sombrement sur l'injustice. Et puis il y a Juana qui est tourné vers Koyotito, qui essaye de le soigner, qui essaye de le calmer aussi. Donc je trouve qu'on a aussi une brèche qui se fait dans ce cocon familial. Oui, c'est clair. Et là, tu comprends, et Juana comprend aussi qu'en fait, Kino est de plus en plus aveuglé, et que du coup, sa volonté de richesse pour sauver sa famille devient de plus en plus une chimère. Tu vois, en mode, en fait, il y pense même pas à Koyotito, en fait. Il pense plus qu'à la perle et qu'à la richesse à ce moment-là. Et Juana, elle est accrochée au concret. Elle est en mode, ben non, je dois protéger ma famille. Juana dira « Cette perle, c'est le malheur, détruisons-la avant qu'elle nous fasse périr. » Kino, complètement borné et rongé par le mal, va lui dire « Tais-toi, allons à la capitale. » Donc là, il est de plus en plus violent avec elle en plus. Là, voilà, ok. Il sort de sa hutte, mais après une altercation au cours de laquelle il est blessé, il se calfeutre chez lui. Juana, donc, qui voit la malédiction, et là, je suis désolée, je répète ce que tu as dit. Elle essaie à nouveau de convaincre Tino, mais elle choisit quand même de l'accompagner à la capitale. Dans la nuit, Kino est réveillé par sa femme et il décide de la suivre dans le noir jusqu'à la plage où elle essaye de jeter la perle dans le gouffre qu'il leur a offert. Dans un accès de rage, il la frappe, il réalise la portée de son geste et il est pris de dégoût de lui-même. Mais bon, ça suffira pas. Et il est presque immédiatement attaqué par un homme qui veut lui dérober son bien. Donc ça se passe très vite. Il y a très vite plein d'actions, plein d'attaques. Ouais, là, il y a une escalade du chaos qui est vraiment totale. Il lui met un coup de couteau, il fait tomber la perle, machin, ils se retrouvent tous les deux au sol. Et c'est Juana qui les retrouve, comme ça, tous les deux au sol. Et là, elle se dit, genre, ok, bon, là, c'est un calvaire. Ça devient compliqué, cette histoire, quand même, là. Franchement, voilà. On était pauvres et heureux, d'accord. Kino se réveille, et tout de suite, il est en mode, elle est où la perle, tout ça. Et Juana lui dit, t'inquiète, elle est là, mais mon gâté, tu viens de chlasse un mec. On va se calmer. Nos vies vont quand même prendre un tournant, parce que là, on a vraiment passé un cap. Là, on a buté un gars. Là, on a tué quelqu'un. Et ils essayent de rentrer à la maison, tranquillement, après avoir buté quelqu'un.
On est toujours mieux à la maison pour en parler autour d'un petit thé. Sauf que la maison est en flammes et leur si précieuse pirogue est en train de sombrer. Donc la pirogue qui a été léguée, je le répète, mais c'est très important dans l'univers de la pêche. Ouais. La pirogue, c'est vraiment synonyme de richesse aussi, c'est important. Ils n'ont plus rien que cette perle et des rêves. Ils se réfugient chez Juan Thomas, qui est le frère aîné de Kino. Et donc, accablés par la peur, ils décident en chœur de fuir vers le nord pour se débarrasser enfin de leur assaillant. Donc ils décident de fuir. Et dans une précarité vraiment extrême, pour le coup. Parce que là, ils ont vraiment plus rien. Je cite, les maléfices de la nuit les entouraient. Donc il y a vraiment toujours cette notion de mal insidieux qui devient de plus en plus concret. Voilà, le livre s'assombrit petit à petit. Bon là, il est vraiment au comble des ténèbres. La musique de la perle est toujours présente, de plus en plus bruyante. Donc en fait, ils sont entourés par une espèce de malédiction de ouf. Kino, il est quand même encore de plus en plus fou par cette perle. Moi j'ai marqué Smeagol intensifies, j'aurais plus dit Gollum intensifies, mais en fait il y a ce côté-là, il y a un truc un peu l'anneau de Tolkien, quoi. Genre vraiment il est en train d'être rongé par ce truc-là. Et d'ailleurs il y a un passage qui est à mon sens un tournant décisif, c'est que il avoue à Juan que la perle est devenue son âme. Oui, c'est vrai. Et ça c'est terrible. Tu vois, jusqu'à présent, nous on le sentait, nous lecteurs, Juana le sentait aussi, mais c'est lui-même qui dit « la perle c'est mon âme ». Et ça, c'est terrible. Oui, je l'ai noté. Cette perle est devenue mon âme. Si je l'abandonne, je perds mon âme. Voilà, oui, effectivement. Voilà. D'accord, oui. Donc, ouais, il est sévèrement attaqué. Donc, il a un grain, le bonhomme. Voilà. Donc, il est toujours aveuglé par des chimères de bonheur. Mais voilà, il est de plus en plus hanté par des visions de chaos. Et là, dans la perle, il revoit des choses. Alors, au début du livre, on rappelle, il voyait, entre guillemets, dans la perle, un mariage, il voyait un enfant qui va à l'école. Et maintenant, dans cette perle, il revoit Juana, mais le visage meurtri. Il voit le petit visage de Koetito gonflé de fièvre. Donc, il est vraiment de plus en plus hanté par des visions d'apocalypse, en fait. Ah oui, c'est des réalisations qui sont horrifiques à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça le titille et il pressent un truc. Il va checker, et là, bam, il y a des pisteurs qui sont à leur trousse. Ah oui, là, ils deviennent véritablement des fugitifs. Et en plus, dans leur progression, on a un autre assaillant, c'est la nature. Puisque la nature semble s'être alliée pour les dissuader de continuer. On a des vents violents, des bruits effrayants. On a vraiment un environnement qui est hostile à la fuite. Et du coup, naît chez Kino un instinct de survie qui est inédit. Il se sait traqué par les pisteurs, mais il tente quand même de maquiller leurs traces. Tu vois, il y a quelque chose... Et c'est marrant parce que lui, à la base, il est pêcheur, il n'a pas les instincts de chasseur. Et donc, c'est une nouvelle pointe dans un changement drastique qui a été fait. Oui. Et il marche la nuit durant, se repose lorsque le soleil se lève. Et en fait, c'est comme une protection supplémentaire face au fléau qui les guette, en fait. Mais une protection qui est vaine. La musique de la perle est toujours là, de plus en plus entêtante. Hein, c'est vraiment l'acouphène du livre. Genre vraiment, cette musique, elle est constamment là. Kino propose d'aller faire diversion, tout ça. Juana lui dit non, s'il te plaît. Ok, maintenant arrête de faire tes conneries. Pour une fois, il l'écoute. Il dit ok, je vais rester avec ma famille. Ouais, incroyable. Et ils ont quand même besoin d'eau, tout ça, et ils se disent, allons au sommet de la colline, là-bas il y a de l'eau, tout ça. Alors pour les amis gamers qui nous écoutent, on est conscient que là, c'est l'arène du boss final. Hein. Quand on commence à aller à un endroit précis comme ça, au haut de la montagne, dans un fin de récit, c'est qu'il va se passer un truc. C'est le combat des titans, et c'est ce qui se passe. Ils sont obligés, du coup, après leur rude traversée, de se tapir dans une grotte pour échapper à leurs poursuivants. Ils sont fatigués par les assauts, ils sont éreintés par la fuite. Kino se lève, il descend de la montagne silencieusement pour atteindre ses ennemis, parce qu'en fait, il prend la décision de les attaquer parce qu'il souhaite plus que la paix maintenant. Et ses ennemis ont posté une sentinelle. Et en fait, le problème, là, et encore une fois, on voit que la nature s'est alliée contre Kino et sa famille, c'est la lune se lève, et c'est une lune qui est cruelle, parce qu'elle illumine la crevasse
qu'elle dévoile crevasse dans laquelle sont cachés Coyotito et Juana. Et donc forcément, elle dévoile leur position aux ennemis. Et là, il y a un premier cri qui retentit, et le veilleur, surpris, donc la sentinelle ennemie, tourne la tête, ce qui permet à Kino de l'attaquer. Et il est pris dans une tourmente, enfin dans une espèce de fièvre de violence, une tourmente de haine et de fatigue. Et du coup, pris par cet élan-là, il anéantit ses adversaires. Carnage. Ah ouais. Gros carnage. Ouais, je reviens sur ce que tu dis sur la nature. J'avais pas relevé ça. C'est vrai qu'en fait, le coup de la nature qui se ligue contre eux, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais ça je l'avais bien noté, et c'est vrai que j'avais pas rattaché la lune à ça, mais t'as raison, la lune c'est un peu pareil, enfin la nature à l'état pur qui va les trahir, encore une fois, j'avais pas tilté ça, mais c'est vrai que la nature, la lune devient une espèce de spot lumineux qui vient découvrir Kino dans une trahison finale, qui oblige Kino à prendre les armes et à dégommer tout le monde, mais avant de tuer le dernier, eh ben, le tireur a le temps de pointer son fusil et de lâcher un coup de fusil, comme ça. Parce qu'il entend un bébé coyote. Donc bébé coyote. On va le faire taire, ce bébé coyote. Hein, on va tirer. Mais alors, je reviens sur la lune d'ailleurs, puisque je viens d'y penser. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi une corrélation entre la lune et la perle dans la description qu'on en fait? Je veux dire, la lune, pleine lune, ronde, parfaite, qui illumine. Et enfin, je sais pas, je suis en train de partir en live. Carrément pas, ouais, carrément. Mais je trouve que même dans la description et dans la manière dont on les conçoit, il y a une espèce de symétrie entre les deux. C'est vrai. Tu vois, et les deux, qui devaient être amis, deviennent des malédictions, et elles sonnent toutes les deux le glas. Ouais, c'est clair, c'est bien vu ça. Donc voilà, je viens d'y penser. Bah alors du coup, déferlement de violence, coup de fusil, machin, Ici, la narration s'arrête, et on retrouve nos protagonistes un peu plus tard. Le paragraphe qui suit commence par « Tout le monde se souvient du retour ». Donc là, il y a encore cette notion de conte un peu, de légende un peu vernaculaire, où tout le monde se transmet, tout ça. On se souvient, machin, tout ça. Ça rappelle le début, genre on raconte que tout ça. Et donc c'est un tableau, on voit Kino et Juana arriver avec un truc dans leurs bras. Bon, on commence à comprendre déjà ce qui se passe. Un petit paquet mou et pesant. Et c'en est fini de Coyotito. Les gens racontent qu'ils n'avaient plus rien d'humain, en parlant du couple. Là, on voit vraiment deux fantômes arriver, qui ont été complètement vidés de leur vie, de leur vitalité par toute cette histoire. Et voilà, malheureusement. Et puis ils arrivent avec Coyotito dans les mains, qui s'est pris du coup le coup de fusil, et qui est, je crois, franchement, le bébé qui prend le plus cher de l'histoire de la littérature. C'est un truc de fou, en 120 pages. Franchement, c'est abusé. Et en même temps, dans une logique de conte, je trouve que c'est intéressant et intelligent que ce soit lui qui prenne les dégâts, malheureusement, parce qu'en fait, il représente la pureté absolue, en fait. Si Kino avait été puni, ça aurait été moins impactant, parce qu'en fait, évidemment que t'es puni de ta cupidité, de ton aveuglement, mais faire tomber le courroux des dieux, en quelque sorte, sur vraiment la pureté absolue que représente un bébé qui n'a rien demandé, il est juste là, quoi. Ça rend le truc plus cruel et plus frontal, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, surtout que Coyotito, comme on l'a vu, il est délaissé. Il est même délaissé par la figure paternelle qui était censée le protéger, et qui partait à la pêche pour subvenir aux besoins et au bonheur modeste de cette famille. Et donc en fait, c'est sur lui, sur cette figure naïve, innocente, que s'abat le malheur. Et pas sur ceux, comme tu l'as dit, qui ont été les archétypes de la cupidité, de la vénalité. Ouais, c'est clair. Et puis là, j'aime bien aussi ce passage, je trouve qu'il est intéressant dans la manière dont il est conçu. Je trouve que c'est quelque chose d'assez cinématographique de faire ça, de faire un espèce de climax, un cliffhanger avec ce coup de fusil, puis une ellipse, et enfin un retour en flashback sur ce qui s'est passé. Voilà, donc je trouve que c'est assez cinématographique et ça marche plutôt bien. Donc le couple revient avec le bébé mort, et on comprend que ils seront plus jamais les mêmes, malheureusement ils ont été vidés, et Kino jette la perle à l'eau. Et c'en est fini, elle disparaît dans le cœur de l'océan, et elle entraîne avec elle le chant de la perle, qui les avait bercés longtemps, et qui diminue au fur et à mesure qu'elle sombre justement, et ça c'est super intéressant. Ouais. Mais il y a, tu vois, et là je me répète encore une fois, dans leur retour, il y a quelque chose qu'on a pressenti un petit peu avec les cortèges, c'est le fait qu'ils semblent être
auréolé de crainte. Tu vois, cette espèce de... Encore un retour iconographique, quasiment. Oui, c'est vrai. Tu vois, Oui, clairement. de l'enfant mort, tu vois, comme une espèce de piéta. Oui, complètement, c'est clair. Puis ça rappelle, le truc qui est quand même très très sombre dans cette histoire, c'est qu'en fait, tu te rends compte que Coyotito, dans toute encore une fois, dans toute la blancheur qu'il représente, dans tout le neutre qu'il représente, il était prédestiné à mourir. Parce qu'en fait, la nouvelle commence, il se fait piquer, ensuite il se fait empoisonner plus ou moins par un docteur, et à la fin, il meurt parce qu'il se prend un coup de fusil. Et c'est intéressant de voir que ce petit-là, en fait, au départ, il était victime de la nature, et à terme, il est victime de la nature des hommes. Et en fait, je dirais pas que la nature des hommes est plus violente que la nature normale, parce qu'en vrai, la nature... je sais pas, la nature, si elle a envie de te tuer, elle peut y aller, quand même. Mais la nature des hommes est plus fourbe, et dans tous les cas, il était prédestiné à mourir, ce qui rend le truc vraiment tragique, l'arc narratif assez tragique, quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors ce livre, du coup, c'est une énième variation sur le thème du fruit défendu, ou du pacte avec le diable. Il y a ce côté un peu Faust, machin, là. Mais j'aime bien l'idée qu'en fait, la notion de mal soit plus insidieuse, parce que la perle n'est pas un diable en soi, elle révèle le diable qui est en nous, et donc c'est le cas de Kino. Elle ne cherche pas à convaincre Kino, mais Kino se convainc lui-même de la valeur de la perle, et du coup c'est ce qui rend le truc aussi insidieux. Donc le diable est au fond de nous, et la perle était une sorte de déclencheur. Moi, je suis en train de lire le... Non, mais parce que c'est vrai que c'est intéressant quand il dit « Dans la ville, on raconte l'histoire d'une grosse perle, comment elle fut trouvée puis perdue à nouveau, l'histoire de Kino, le pêcheur, de sa femme Rana et du bébé Coyotito. » Donc c'est vrai qu'on a vraiment les éléments types qui font d'un conte un conte. Ouais, carrément. Et la cruauté qu'il faut pour faire un vrai conte qui marche, finalement. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, les contes quand même qu'on retient le plus dans l'histoire des contes, souvent sont ceux qui sont le plus hardcore. Et lui, c'est vrai qu'il ne lésine pas sur ça, finalement, parce qu'en très peu de pages, on a quand même un récit qui est assez sombre, mais du coup, qui est très très clair sur ses intentions. Donc vraiment, ça parle de ça, de richesse, d'opulence, de cupidité et d'aveuglement. Et les protagonistes perdent jusqu'à leur humanité. Ouais. Et c'est ça qui est... tout s'est désagrégé au fur et à mesure, tu vois, on formait une famille, la famille nucléaire, et le village. Et puis finalement, comment on arrive à désagréger ça. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant dans la nouvelle aussi. Cette naissance un petit peu de l'individualisme. Ouais. Oui, c'est ça, qui prend pied à un endroit où on l'aurait même pas vu naître finalement. On se dit qu'en fait la famille était à la base assez solide pour ne pas voir naître ce genre de mauvaises herbes, et en fait, clairement que si, et ça va détruire la famille de l'intérieur. Voilà, je crois qu'on a pas mal parlé dessus. Est-ce que t'as d'autres trucs à dire ? Là, écoute, ça ne me vient pas. Pas mal alors. Bon. Allez, on va laisser peser. Allez, super. Hop. Alors du coup, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cette émission. Alors je vais faire mon influenceur, je suis obligé de le faire. Mais du coup, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, quelle que soit ta plateforme d'écoute de podcast, et aussi de mettre peut-être une petite note, qui sait, peut-être 5 étoiles, ça peut être pas mal. Si ça t'a plu, évidemment. Si ça t'a pas plu, tu mets pas d'étoiles. Exact, c'est comme ça qu'on fait. Si vous avez aimé, parlez-en à vos amis, et si vous avez détesté, parlez-en à vos ennemis. Sait-on jamais. Exactement. Et on se retrouve bientôt pour un prochain racontage. Bisous à tout le monde. Eh bien... bisous à tout le monde. Pas d'idée là.